Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 94. Et pour ce numéro, je vous propose à nouveau un exercice autour des espaces euclidiens. J'espère que vous n'en avez pas marre des espaces euclidiens ou des espaces pré-hilbertiens. Ça fait plusieurs exercices de suite que je propose sur ce même sujet. Mais c'est normal, je vous avais prévenu en début avril avec le numéro de l'examen dans lequel je vous ai donné un programme précis d'exercices. Il y avait beaucoup d'exercices dans ce programme qui tournaient autour de ces sujets-là, mais tout ça dans un but bien précis, c'est d'attaquer un gros résultat qui parle de l'enveloppe convexe engendrée par l'ensemble des matrices orthogonales à coefficients réels. Et donc pour pouvoir amener à ce résultat-là, il me manquait quelques résultats autour notamment donc des espaces euclidiens et espaces pré-hilbertiens. Mais bien sûr, il y aura à faire appel à d'autres exercices, des exercices même plus anciens pour pouvoir résoudre ce gros exercice qui tombera donc la semaine prochaine. Mais parmi les résultats dont j'ai besoin, il me manque en effet celui-ci. Et après avoir fait cet exercice, je pourrai enfin attaquer ce gros exercice autour des matrices orthogonales à coefficients réels. Donc on va attaquer cet exercice, lançons-nous, soit E muni d'un produit scalaire qui vont former ensemble un espace euclidien. Nous avons E étoile, son espace dual. Nous avons A, une partie bornée non vide de E. Nous avons conv de A qui va former l'enveloppe convexe de A. Et on aimerait démontrer ce résultat-là, qui est une caractérisation des éléments qui se trouvent dans l'adhérence de l'enveloppe convexe de A par rapport aux formes linéaires sur E. Bien, avant de me relancer sur cet énoncé et voir les petites curiosités autour du résultat qu'on cherche à démontrer, je vais d'abord faire le tour du vocabulaire utilisé dans l'exercice. Qu'est-ce qu'un espace euclidien? C'est un R espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire. On peut comprendre donc comme un espace pré-hilbertien de dimension finie. Nous avons E étoile qui est son espace dual. Alors l'espace dual, c'est l'ensemble des formes linéaires sur E. Et donc on a déjà fait des exercices sur ce sujet, et notamment le dernier exercice en date sur le sujet, c'était le petit Exode Call numéro 84. Un Exode Call où on avait pour but de démontrer ce qu'on appelle le théorème de représentation de Riesz ou le théorème de Fréchet-Riesz, qui dit que n'importe quelle forme linéaire sur un espace euclidien peut être représentée sous la forme d'un produit scalaire avec un vecteur fixé. Donc si vous voulez revoir des choses sur les espaces euclidiens et puis éventuellement voir quelques manipulations élémentaires là-dessus et résoudre un exercice dans ce sujet-là, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cet exercice avant d'aller plus loin. Bien, alors après on a A, une partie bornée non vide de E, ça il n'y a rien à dire. Par contre, l'enveloppe convexe de A, je vais vous rappeler ce que c'est. Alors ça peut être défini de deux manières. On peut le voir comme étant le plus petit convexe de E contenant A. Donc ça veut dire que si j'ai un ensemble convexe qui contient A, alors il contient l'enveloppe convexe de A. Voilà, c'est une façon de définir ce qu'est l'enveloppe convexe de A. Mais on peut ne pas être très satisfait de cette définition, on pourrait plutôt préférer avoir un moyen de décrire tous les éléments qui se trouvent dans cette enveloppe convexe, et oui, il y en a un. On peut les écrire comme des barycentres, donc des sommes lambda i à i allant de 1 à n, et des barycentres à coefficient réel positif, donc à coefficient positif. Mais attention, des barycentres quelconques, donc ça veut dire que je peux faire des longueurs, la longueur de la combinaison linéaire qui est en jeu peut être aussi grande qu'on veut. Coefficient positif, ça veut dire que je peux prendre lambda 1 jusqu'à lambda n des réels positifs, et tel que la somme des lambda i vaut 1. Donc ça c'est pour le côté barycentre. Et A1 jusqu'à AN sont des éléments dans grand A. Donc voilà, ça c'est une autre façon d'exprimer ce qu'est l'enveloppe convexe, directement à l'aide des éléments de A et des questions de barycentre à coefficient positif. Mais un théorème assez sympathique qui pourra être utile pour la suite, donné en Exode Call numéro 73, on a fait la preuve dans cet Exode Call, c'est le théorème de Karateodori, qui permet de dire en fait que la somme, on peut ne pas la faire n'importe comment, on peut la faire jusqu'à une longueur fixée, D plus 1, où D, ça correspond à la dimension de E. Donc si je note D la dimension de E, alors on peut se ramener à une combinaison linéaire de cette forme, lambda i à i,
Le n, donc du coup, disparaît, et on va avoir lambda 1 jusqu'à lambda d plus 1 comme tout à l'heure, et A1 jusqu'à AD plus 1 comme tout à l'heure. Donc voilà, le théorème de Kara-Théodori nous permet de dire que la combinaison qu'on peut mettre en place sera de longueur O plus la dimension de E plus 1. Donc voilà, si vous voulez revoir des choses sur l'enveloppe convexe et éventuellement revoir l'exercice autour de ce gros théorème de Kara-Théodori, je vous invite à aller jeter un coup d'œil à cet exo de colle numéro 73 avant d'aller plus loin. Bon voilà, je pense avoir fait le tour du vocabulaire important. Alors maintenant, concentrons-nous un tout petit peu sur cet énoncé. On est en train donc de caractériser les éléments qui se trouvent dans l'enveloppe convexe grâce aux formes linéaires. Et on est en train de dire qu'il faudrait que la forme linéaire calculée en x soit toujours inférieure au sup des valeurs que peut prendre la forme linéaire sur l'ensemble A. Ce qui peut paraître assez étonnant, c'est que tout se joue par rapport à l'ensemble A et non par rapport à l'enveloppe convexe en jeu. Alors bon, c'est vrai que vous pourriez vous dire, l'enveloppe convexe est engendrée par des éléments de A, ce qui n'est pas bête. Et donc on pourrait se dire, oui, il y a des choses qui peuvent découler. Mais c'est quand même assez étonnant que ceci caractérise complètement le fait d'être dans l'enveloppe convexe, et donc plus particulièrement dans l'adhérence de l'enveloppe convexe. Alors, je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur l'intuition derrière cette propriété que nous allons démontrer. On en parlera à la fin de la résolution, mais par contre, je vais tout de suite donner un autre nom que porte ce résultat. Alors, c'est vrai que le nom que je vais donner n'est pas tout à fait le résultat qu'on est en train de démontrer, mais il a un très fort lien avec le nom du résultat que je vais donner ici. C'est lié au théorème de séparation des convexes. Alors c'est vrai que je devrais être peut-être un peu plus précis en parlant de séparation par des hyperplans. C'est vrai. Mais c'est en effet le nom que porte ce théorème. Il n'y a pas du tout une histoire d'hyperplan dans l'énoncé. Alors je vous expliquerai plus tard pourquoi il y a une histoire d'hyperplan, mais permettez-moi juste de dire 2-3 mots sur le mot séparation. Donc la notion d'espace séparé, ça existe. Un espace est dit séparé si et seulement si, pour n'importe quel deux éléments distincts de l'ensemble, ou de l'espace qui est en jeu, je peux construire un voisinage autour du premier, construire un voisinage autour du deuxième, tel que l'intersection des deux voisinages est vide. Donc c'est ça, dire qu'un espace est séparé. Et par exemple, un espace vectoriel normé, ça c'est un espace séparé. Il y en a beaucoup des exemples d'espaces séparés. Les espaces séparés, ça s'appelle également espace de Hausdorff, pour les petits curieux. Donc bon voilà, la notion de séparation, c'est quand même quelque chose d'assez général sur la topologie en fait qui est en jeu autour de l'espace sur lequel on travaille. Et notamment quand on travaille avec des espaces métriques, avec une bonne métrique, j'entends bien, eh bien on pourrait s'assurer d'avoir la séparabilité. Et donc la notion de séparation, le mot séparation, il n'est pas là au hasard, hein. Il y a en effet cette question de voisinage qui pourrait rentrer en ligne de compte. Mais là, la séparation, comme je l'ai dit, va faire entrer en jeu des hyperplans, et je vous expliquerai un tout petit peu plus tard, donc une fois la résolution de cet exercice fait, pourquoi il y a en effet une question de séparation avec des hyperplans. Bien, permettez-moi de dire une dernière chose, cet exercice pourrait très bien se faire en deuxième année de classe préparatoire, pour peu qu'on ait vu des choses autour de la topologie, donc ce que c'est un ensemble convexe, ce que c'est l'adhérence d'un ensemble, et puis autour des formes linéaires et les espaces pré-hilbertiens qui sont des choses qu'on voit plutôt en fin de première année. Donc là, il faut quand même un peu de recul sur tout ce qu'on manipule, et en plus de ça, il faut aussi avoir connaissance des choses en topologie pour pouvoir attaquer cet exercice. Donc je pense que c'est mieux d'attaquer cet exercice en deuxième année de classe préparatoire. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel autour de cet exercice. Donc je vous invite comme d'habitude à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice par vous-même avant que je vous donne quoi que ce soit comme idée pour résoudre donc cet exercice. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Je pense que c'est un exercice assez cool à faire. Je vais vous donner un lemme auquel vous auriez pu penser. Car je vous ai dit à un moment donné, c'est quand même assez surprenant de caractériser tous les éléments qui sont dans l'enveloppe convexe avec cette adhérence, juste par le sup fait sur l'ensemble A. Disons que c'est là qu'il faudrait avoir une petite intuition. Et se dire que ce sup par rapport à A, est-ce qu'on ne pourrait pas le lier avec le sup qui existerait pour l'enveloppe convexe? Eh bien en effet, on peut. Et donc ça va être l'objet du lemme qu'on va démontrer dans un premier temps. Résolution.
Et le lemme technique que je propose est le suivant. Soit phi une forme linéaire sous les hypothèses de l'énoncé sup y dans A de phi de y et sup y dans conv de A adhérence, donc adhérence de conv de A de phi de y. Alors peut-être je vais l'appeler z, juste pour dire que c'est pas la même variable. Phi de z existe, et sont égales. Donc le but du jeu va être de démontrer qu'en effet le sup juste sur l'ensemble A correspond exactement au sup sur l'enveloppe convexe, donc l'adhérence de l'enveloppe convexe. J'aimerais faire une petite remarque dès maintenant concernant ce lemme, avant de vous laisser y réfléchir. Ce lemme-là peut vous faire penser un petit peu à de l'analyse complexe, pour ceux qui auraient déjà vu des choses là-dedans. En effet, ça peut faire penser au principe du maximum. Car d'une certaine manière, on est en train de dire que si on veut déterminer le sup, donc la valeur maximale qu'on peut atteindre pour la forme linéaire sur l'enveloppe convexe, sur un ensemble, eh bien, il suffit de voir ce qui se passe sur la frontière. Car en effet, pour un ensemble convexe, c'est égal à l'enveloppe convexe engendrée par la frontière. Et donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est un peu comme si on disait que le maximum est atteint sur la frontière. Et en analyse complexe, il y a un résultat donc, qui s'appelle le théorème, ou le principe du maximum, qui dit justement que si on a une fonction analytique définie sur un ensemble borné, on va atteindre le maximum sur le bord de cet ensemble, donc le maximum du module, pour les nombres complexes qui seraient en jeu. On atteindrait donc le maximum du module sur la frontière de cet ensemble. Donc c'est marrant de voir une espèce de parallèle entre ce principe du maximum et le résultat qu'on va chercher à démontrer. Bref, maintenant que j'ai dit ça, c'était juste pour faire une petite aparté rigolote autour de ce lemme, je vous invite à faire une pause à nouveau sur la vidéo pour essayer de démontrer le lemme, puis ou voir le lien entre ce lemme, le résultat de ce lemme, et le résultat qu'on voudrait démontrer. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Donc preuve, on va commencer par montrer l'existence. Alors je vais faire au plus simple, je vais d'abord montrer l'existence de ce sup, et une fois que j'aurai montré l'existence de ce sup, je vais pouvoir en déduire l'existence de l'autre sup. Donc, première chose qu'il faut constater, c'est que l'ensemble A, il est borné. Par conséquent, l'enveloppe convexe de A est aussi bornée. Alors pourquoi l'enveloppe convexe est-il bornée? Dites-vous que l'enveloppe convexe, quand on prend un élément dans l'enveloppe convexe, on va l'écrire comme une somme de lambda i à i, pour i allant de 1 à d plus 1, disons, où encore une fois d va jouer le rôle de la dimension de l'espace en jeu. Permettez-moi de supposer que la dimension est supérieure ou égale à 1, on ne va pas faire du bourbakisme, il y en a déjà pas mal qui se sont cassés les dents à essayer de voir qu'est-ce qui se passe quand la dimension est nulle. Bon ici, si la dimension est nulle, il n'y a pas grand chose à dire, vraiment, l'enveloppe convexe ici, là, A, ça serait directement juste le vecteur nul, il n'y aurait presque rien à dire, tout se déduit très facilement. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se sont cassés les dents avec les ensembles vides ou les ensembles juste singleton 0 dans ce cadre-là. Donc bon, on va pas s'embêter avec ce que font les bourbakistes, on va ici juste se contenter de travailler en dimension supérieure ou égale à 1. Sachant qu'en dimension 0, tout est trivial ici, il n'y a vraiment rien à dire. Bon, alors maintenant si j'en reviens ici, quand je dis que x est égal à cette somme-là, après si je passe à la norme, ce que je viens d'écrire, alors la norme de x, elle va être inférieure ou égale à la somme des lambda i fois norme des ai. Je rappelle que les lambda i sont des réels positifs. Et si A est borné, alors ça veut dire que toutes les normes de AI sont majorées par un certain nombre qu'on peut appeler M. Et par conséquent, je vais pouvoir dire que ça c'est inférieur ou égal à M fois la somme pour i allant de 1 à d plus 1 des lambda i. Mais comme il s'agit d'un barycentre, la somme des lambda i vaut 1. Donc ça donne M. Et vous voyez que la bornitude des normes de A
dans les éléments de A, hein, je veux dire, eh bien ça implique la bornitude des éléments dans l'enveloppe convexe. Voilà, donc voilà en effet une petite propriété qu'il faut amener. Et puis, par conséquent, si je passe à l'adhérence, en faisant des suites d'éléments, si je dis que j'ai affaire à un ensemble borné, en passant à la limite, hein, donc si je prends des suites d'éléments qui sont bornés, en passant à la limite, j'arrive à une limite qui va être aussi bornée, donc qui va être aussi majorée par une certaine valeur. Donc en effet, je vais pouvoir dire ici que l'adhérence de l'enveloppe convexe va être un fermé, puisque on fait l'adhérence quand même, c'est un fermé borné. Borné car conv A était déjà borné. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à dire, c'est juste une question, si vous voulez utiliser la caractérisation séquentielle de ce qu'est l'adhérence, et les choses vont découler tout seul. Bon, et puis comme on est en dimension finie, eh bien un fermé borné, ça fait partie des réflexes qu'il faut avoir en deuxième année de classe préparatoire. Fermé borné en dimension finie implique compact. Ça, c'est un réflexe important à avoir en deuxième année de classe prépa. Donc on a ça, très bien. Et puis d'un autre côté, on sait que phi, c'est une forme linéaire. Hein. Ok. Et c'est une forme linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie. Alors, automatiquement, et là je vais me permettre d'utiliser un résultat qu'on a déjà démontré, le petit exo de colle numéro 84 que j'ai mentionné plus tôt. Dans ce petit exo de colle, on montre que n'importe quelle forme linéaire peut s'écrire comme un produit scalaire avec un vecteur fixé, et par conséquent, on a comme conséquence directe que toute forme linéaire sur un espace vectoriel de dimension finie, là ici un espace euclidien plus précisément, va être continue. Bien sûr, je pourrais refaire l'exercice en toute généralité si je travaille avec un K espace vectoriel, une forme linéaire sur un K espace vectoriel de dimension finie et continue. Hein, ça, c'est pas très difficile à démontrer. Et, je pense que vous pourriez le faire par vous-même. Mais ici, je vais utiliser un résultat déjà démontré car on est dans un cadre un peu restreint. On travaille avec un espace euclidien, donc autant en profiter et utiliser ce théorème qu'on a démontré un peu plus tôt. Donc phi est continu. Par conséquent, on a une application continue définie sur un compact. Bon, pareil, réflexe, continue sur un compact, borné. Donc ainsi, phi est continu sur conv A surligné, et ça implique que phi est borné et atteint ces bornes. Donc ces bornes sur conv A bar. Hop. Par conséquent, phi admet bien un sup. D'où phi sup pour y dans z, pardon. Pour z dans conv de A surligné, phi de z existe. Bien, et puis maintenant pour avoir l'existence du deuxième, je vais faire un jeu d'inégalité. Car en effet, on peut constater que A est inclus dans conv de A surligné. Et en partant de ça, je conclus. De plus, pour tout x dans A, phi de x est inférieur ou égal à ce sup. Donc z dans conv A surligné phi de z. Ok. Car A est inclus dans conv A surligné. Ok, et donc vous voyez direct la conséquence. Ce truc-là est toujours vrai, alors je peux passer au sup sur A. Peut-être pas dire tout de suite que je passe au sup, mais ce que je peux dire donc c'est que l'ensemble des phi de x pour x dans A est un ensemble de réels. Donc c'est un sous-ensemble de R qui est majoré. Et donc ça admet une borne sup. D'après les premiers résultats qu'on voit en première année de classe préparatoire autour des réels, admet une borne sup. Et de plus, on peut affirmer que le sup pour y dans A des phi de y est égal au sup
pour Z dans conv A surligné de phi de Z. Donc voilà, on a réussi à démontrer l'existence pour les deux, et en plus de ça, alors j'ai mis égal, c'est pas égal pour l'instant, c'est inférieur ou égal. Et j'ai aussi démontré d'ailleurs une des deux inégalités qu'il va me falloir pour avoir égalité. Donc maintenant on va se concentrer sur l'égalité. Et donc comme je viens de le dire, pour montrer l'égalité, on va montrer l'inégalité dans l'autre sens. Donc, égalité. Donc on a déjà ce sens. Montrons l'autre sens. Alors pour montrer l'autre sens, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un élément dans conv de A. Avant de passer à l'adhérence, je vais regarder ce qui se passe dans conv de A. Donc soit x dans conv de A, et donc être dans conv de A, comme on l'a dit tantôt, ça veut dire alors que x peut s'écrire somme des lambda i à i allant de 1 à d plus 1. Encore une fois aussi théorème de Carat-Théodory derrière. Hein. Et par conséquent, aussi il faut que je dise que les lambda i sont des réels positifs, tels que la somme des lambda i vaut 1, et les ai sont des éléments dans A. Alors, si je m'amuse à calculer phi de x par linéarité de phi, je vais avoir somme pour i allant de 1 à d plus 1, des lambda phi de ai, et comme je l'ai fait pour la norme, je vais majorer ces phi de ai par le sup sur grand A. Donc je peux majorer par la somme pour i allant de 1 à d plus 1. Comme les lambda i sont positifs, hein, je le répète, on a lambda i fois le sup pour y dans A des phi de x. On peut alors mettre en facteur ce sup de la somme, et la somme des lambda i vaut 1 par hypothèse. Donc on va se retrouver avec sup pour y dans A des phi de y. Donc voilà, donc phi de x est alors inférieur ou égal à ce sup, hein, donc pour tout x dans conv A, on a phi de x qui est inférieur ou égal à ce sup. Et maintenant j'aimerais bien passer au sup. Pour pouvoir passer au sup, je peux voir ça comme une limite, hein, c'est comme si j'étais en train de regarder des limites de suite, d'accord, des xn qui sont dans conv A, qui tendent vers un certain x qui appartient à l'adhérence de conv A. Donc j'utilise encore une fois la caractérisation séquentielle de l'adhérence. Et en utilisant cette caractérisation séquentielle plus la continuité, je me rends compte que les phi de xn qui vont tendre vers un certain phi de x, phi de xn étant toujours inférieur à une valeur fixe, qui est ici le sup, ici sur grand A, alors je vais avoir que phi de x pour x dans la valeur, l'adhérence de conv de A, ça va être aussi inférieur ou égal à ce sup. Donc par passage à l'adhérence, plus continuité de phi, on a le sup pour y dans conv de A surligné qui va être inférieur ou égal de phi de z, je devrais mettre z, z de phi de z est inférieur ou égal à sup pour y dans A de phi de y. D'accord, donc pour démontrer ça, comme je viens de le dire, si je prends un élément x dans l'adhérence de conv de A, alors ça veut dire que ce x peut s'écrire comme une suite d'éléments qui sont dans conv de A qui tend vers ce x. Or, pour n'importe quel élément dans conv de A, on a cette inégalité qui est vraie. Passage à la limite et continuité de phi. Phi de x pour x dans l'adhérence de conv de A va être inférieur au sup sur grand A. Et donc, on peut passer au sup sur toute l'adhérence de l'enveloppe convexe de A. On conclut alors cette autre inégalité et donc on conclut l'égalité. On conclut. Et voilà la preuve du lemme terminée. Bon voilà, alors maintenant je vous invite à faire à nouveau une pause sur la vidéo pour essayer par vous-même d'utiliser ce lemme pour démontrer le résultat souhaité. Ok,
Donc lançons-nous maintenant dans la preuve de ce résultat. Pour prouver ce résultat, on va faire une double implication. Il y en a une des deux qui est évidente, et surtout qui découle finalement du lemme, très directement. Eh bien, ça va être le sens direct. Donc si x est dans conv de A surligné, alors on peut d'ores et déjà affirmer que phi de x est inférieur ou égal au sup pour y dans z, pardon. Z dans conv de A surligné de phi de z, mais d'après le lemme, ce sup, c'est la même chose que le sup pour y dans A des phi de y. Et donc voilà, on conclut. Donc ce sens direct, il est assez évident et découle directement du lemme. Maintenant, l'autre sens, et là ça va être intéressant. Pour l'autre sens, je ne vais pas partir, comme vous pourriez le penser, en disant, pour n'importe quelle forme linéaire, on a cette inégalité, on va essayer de montrer qu'on a x dans l'adhérence de l'enveloppe convexe. Ce que je vais faire, c'est plutôt travailler avec la contraposée, et je vais supposer que x n'est pas dans l'enveloppe convexe, ou n'est pas donc dans l'adhérence de l'enveloppe convexe de A, et j'aimerais montrer qu'il existe une forme linéaire sur E, telle que l'inégalité va dans l'autre sens et est stricte. Si j'arrive à faire ça, eh ben, j'ai gagné. Donc on va faire la preuve de ce sens-là par contraposition. Contraposition. Alors on va prendre x, un élément qui n'est pas dans l'adhérence de l'enveloppe convexe de A. Et là, je vais faire appel à un autre exode-colle. Un exode-colle lié justement à l'enveloppe convexe, j'en avais parlé d'ailleurs la semaine dernière, c'est le projeté sur un convexe fermé. Je vous avais dit que dans cet exercice, j'avais prévu d'en parler à la base, mais je me suis dit que c'était mieux d'en parler dans un exercice à part. J'en ai fait un exercice à part, et du coup, je vous invite à regarder l'exode-colle 93 autour de la projection sur un convexe, si ça vous intéresse d'en voir davantage. Ici, je vais simplement rappeler la propriété importante et le résultat bonus qui va être très utile. Donc, d'après l'exode-colle numéro 93, on sait que pour n'importe quel x, donc là je ne vais peut-être pas l'écrire pour n'importe quel x, je vais juste l'appliquer à mon x qui n'est pas dans l'enveloppe convexe, dans l'adhérence de l'enveloppe convexe, qui est à convexe fermé au passage. Donc on a très bien, on a ça, ok. Il existe un unique. Donc il existe un unique PC de x qui se trouve dans l'adhérence de l'enveloppe convexe de A, tel que pour n'importe quel y dans, encore une fois, l'adhérence de l'enveloppe convexe de A, on a la norme de x moins pc de x qui va être inférieure ou égale à la norme de y moins pc de x. Pas ça, pardon. Enfin, égale à x moins y. Donc ce que je veux dire ici, c'est que ça doit minimiser la distance entre x et finalement l'enveloppe convexe. Ok. Voilà, donc ça c'est un résultat que nous avons vu à l'exode-colle 93. Ça me permet aussi de faire une petite parenthèse. Il y avait aussi un exercice de colle, je me souviens plus lequel, mais je le mettrai en référence. Je crois que j'ai dû faire un exercice de colle où on a un ensemble convexe et il fallait montrer que l'adhérence et l'intérieur de l'ensemble convexe est aussi convexe. Je crois avoir fait cet exercice. Et en effet, si tel est le cas, je le mettrai en référence. Alors maintenant que j'ai ça, il y avait une autre propriété importante. C'était dans le bonus de l'exode-colle, toujours le même exode-colle. Une autre façon de caractériser cette projection sur le convexe fermé, c'était de montrer en fait que pour n'importe quel y, oui c'est ça, n'importe quel y dans l'adhérence de l'enveloppe convexe, que je dise pas de bêtises, on va avoir le produit scalaire de x moins pc de x avec y moins pc de x, qui va être inférieur ou égal à 0. Alors il y a une interprétation géométrique que je n'avais pas faite lors de l'exode-colle 93 et que je vais faire maintenant. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Ça veut dire que si j'ai un convexe, ok, et que je considère un x en dehors du convexe, si je m'amuse donc à regarder le projeté sur
ce convexe, donc le projeté, disons qu'il est là, et que je le compare à n'importe quel élément x, enfin y, pardon, qui se trouve dans l'ensemble. Donc je suis en train de dire que le produit scalaire entre ce vecteur et ce vecteur, donc la différence entre x et pc de x, c'est exactement ce vecteur-là, qui va dans ce sens-là, et le vecteur pc de x vers y, ces deux vecteurs-là ont un produit scalaire négatif, et ça veut dire par rapport au dessin que l'angle formé par pc de x, x et y, et bien cet angle-là, il est supérieur à 90 degrés. Donc c'est pour ça qu'on appelle parfois aussi cette projection orthogonale, car on veut s'assurer, si vous regardez d'un peu plus près par rapport à mon dessin, peut-être que je ne devrais pas le faire en rouge, je devrais le faire d'une autre couleur. Par rapport à mon dessin, en fait, on a cet hyperplan tangent, si je puis dire, qui serait l'hyperplan orthogonal à la droite, hyperplan affine, ici, je parle bien. Et avec ce truc-là, on se rend compte qu'en fait, on est en train de faire une espèce de projection orthogonale sur le convexe. Donc c'est un peu pour ces raisons-là qu'on peut appeler ça une projection orthogonale. Bref, donc voilà, ça c'était pour vous donner une petite interprétation géométrique de ce qu'on est en train de faire, en tout cas de cette question de projection sur le convexe. Et donc grâce à cette projection, je vais introduire une forme linéaire qui va respecter exactement ce que je veux, c'est-à-dire que phi de x va être strictement plus grand que le sup. Et donc pour cela, ce que je vais considérer, c'est l'application phi qui, à un élément z, associe le produit scalaire de x moins pc de x avec z. Alors, deux choses. Premièrement, si je fais phi de x moins pc de x, ceci me donne la norme de x moins pc de x au carré. Et ça, c'est clairement positif strict. Pourquoi? Parce que x, c'est différent de pc de x, car si c'était le cas, pc de x, ça voudrait dire que x est dans cette adhérence d'enveloppe convexe de A. Donc, et ici, on a dit que ce n'était pas le cas, donc cette norme-là se doit d'être strictement positif. Donc, car x n'est pas dans l'enveloppe convexe de A adhérence. Très bien. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, si maintenant je m'amuse à regarder phi de y moins pc de x, ça donne exactement le produit scalaire que j'ai noté au-dessus. Et ce produit scalaire, on a dit qu'il était négatif. Donc ça, c'est négatif. Et du coup, dire que ça, c'est négatif, si je m'amuse à changer un petit peu l'expression que j'ai là, ça veut dire que phi de y est inférieur ou égal à phi de pc de x. Je viens de constater que je n'avais pas dit un truc ici. Donc comme ce truc-là est strictement positif, ça implique, c'est équivalent à dire que phi de x est plus grand strict à phi de pc de x. Et là, je viens de dire que pour n'importe quel y, j'ai oublié de dire, pour n'importe quel y dans l'enveloppe convexe avec l'adhérence, on a ce truc, et ce truc implique ce truc, mais je sais que phi de pc de x est inférieur strict à phi de x. Et là, je peux m'amuser à passer au sup. Car là, j'ai fait en sorte que le sup soit bien majoré par quelque chose qui est strictement inférieur à phi de x. Donc là, si je passe au sup, je pourrais dire que le sup pour z, alors z où je peux réutiliser z dans, je vais y arriver, dans l'enveloppe convexe de A adhérence de phi de z, ça va être inférieur ou égal à phi de pc de x, qui est inférieur strict à phi de x. Et encore une fois, par le lemme, ce sup, c'est la même chose que le sup pour y dans A des phi de y. Et voilà, je viens donc de démontrer qu'en effet, phi de x est strictement plus grand que ce sup. J'ai donc démontré la contraposée du sens indirect. On conclut. Et on a fini la preuve. Bon voilà, c'est un joli exercice, je trouve, qui fait appel à pas mal de petites choses. Vous avez déjà constaté qu'il y a pas mal d'exercices derrière cette affaire qui tournent. Donc cet exode-col 93 dont j'ai déjà parlé avec la projection de convexe. On a également l'exode-col 73 avec le théorème de Kara-Théodori. Le petit exode-col autour éventuellement de la représentation de Riesz, qui peut être utile pour la continuité, mais c'est vrai qu'on pourrait faire ça. Et peut-être un autre exercice que j'aimerais mentionner sur le fait de montrer que l'adhérence de l'enveloppe convexe, c'est aussi convexe. Donc
Ce que je veux dire, c'est que si j'avais un ensemble convexe et que je regarde l'adhérence de cet ensemble, ça reste convexe. Voilà. Donc on aurait aussi cet exercice-là qui apparaîtrait. Bien, alors maintenant je vais me permettre de faire un tout petit peu plus d'interprétation sur cet exercice. Maintenant que je vous ai parlé du contraire, en fait c'est pour ça que je voulais pas vous parler d'une interprétation tout de suite de cette question de séparation par des hyperplans. Je voulais d'abord vous montrer, en tout cas je voulais vous laisser la réflexion et vous essayer par vous-même de trouver le fait qu'il va falloir passer par l'opposé de chacune des propositions. Montrer cet équivalent à montrer aussi l'équivalence entre les négations. Et donc cette propriété-là, c'est la même chose que de dire x n'appartient pas à l'adhérence de l'enveloppe convexe si et seulement si il existe phi dans E étoile tel que phi de x est strictement plus grand que le sup. Et si on généralisait un tout petit peu l'énoncé que je viens d'écrire, je vous rappelle que d'après le lemme, ce sup-là, c'est la même chose que regarder le sup sur l'adhérence de l'enveloppe convexe. Pour éviter des problèmes avec l'adhérence de l'enveloppe convexe, je vais considérer un convexe fermé. Donc, on pourrait le comprendre en prenant C un convexe fermé. Et on pourrait réadapter l'exercice pour prouver le résultat dans le cadre d'un convexe fermé. Alors, convexe fermé borné, a priori ici, il faudrait un convexe fermé borné, donc un convexe compact. Il faudrait un convexe compact pour pouvoir utiliser les mêmes arguments que ce qu'on a fait ici. Donc, je vais peut-être préciser ici compact, pour que vous puissiez le refaire par vous-même si vous voulez. Donc, x n'est pas dans C, si et seulement si il existe phi dans E étoile tel que phi de x est strictement plus grand que le sup pour y dans C de phi de y. Et je peux aller un cran plus loin, je pourrais aussi utiliser le théorème de Riesz, théorème de représentation de Riesz, encore une fois, petit exode col 84, encore une fois, en disant que la forme linéaire que je choisis, c'est en fait un produit scalaire avec un certain vecteur. Donc, si j'utilise en plus de ça ce résultat, donc petit exode col 84, on va pouvoir dire qu'un élément x n'est pas dans le convexe, si et seulement si il existe un vecteur z tel que le produit scalaire de z avec x est strictement plus grand que le sup pour y dans C du produit scalaire de z avec y. Ok, et si maintenant je considère une constante, parce que là, comme le fait que l'inégalité, le fait de savoir que l'inégalité est stricte entre les deux, ça veut dire que je peux très bien choisir un réel compris entre les deux. Donc si je considère soit gamma un élément réel compris strictement entre le produit scalaire de z avec x et le sup, donc si je considère un élément comme ça et que je pose h comme étant l'ensemble des faut que je choisisse des noms, l'ensemble des vecteurs u dans E tel que je veux que le produit scalaire de z avec u est égal à gamma. Si je considère ça, alors le h que je viens d'écrire, c'est pas n'importe quoi, c'est un hyperplan affine. C'est un hyperplan affine. Et là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que je peux prendre un hyperplan qui va se glisser entre l'élément x et l'ensemble convexe compact. Et donc, si je schématise un peu la situation, en prenant carrément le vecteur que j'ai choisi tantôt, donc en prenant carrément z comme étant x moins pc de x, je peux faire le schéma suivant. On a notre ensemble convexe, qui est là. On a notre élément x, qui est ici. Ici, on a pc de x. Je vous rappelle que le vecteur qu'on avait choisi tout à l'heure, c'était x moins pc de x. Donc là, j'ai donné une direction qui est donnée finalement par le produit scalaire de z avec quelque chose. Ok? Et donc, ce qu'on a démontré, c'est que le sup des phi de y, qui correspond finalement à regarder les hyperplans qui passent à travers ce convexe, il est inférieur strict à la valeur qu'on a si on calculait en x,
Et donc ça implique qu'on a un hyperplan. Hop. On peut construire un hyperplan. Et là, ça serait la représentation de l'hyperplan H qu'on atteint donc ici en gamma. Et voilà pourquoi, en effet, ce résultat-là est très lié au théorème de séparation des convexes que j'ai dit tout à l'heure. Donc la séparation des convexes par des hyperplans, vous le voyez maintenant grâce à cette reformulation de l'exercice. Alors donc on pourrait refaire l'exercice en travaillant dans un convexe compact. C'est pas interdit. C'est juste que c'est un peu moins fort que l'exercice qu'on vient de démontrer, car ici on a vraiment joué avec le fait que l'ensemble convexe était engendré par une partie finie, partie bornée, non vide je veux dire. Donc on est parti sur ça, mais on pourrait refaire l'exercice avec convexe compact, et en fait la résolution de cet exercice serait assez similaire à ce qu'on a fait là il y a quelques instants comme preuve. On pourrait éventuellement généraliser un tout petit peu plus. Au lieu de juste caractériser les éléments qui ne sont pas dans l'ensemble convexe, on pourrait travailler avec deux ensembles convexes qui seraient compacts. Et si je travaille avec deux ensembles convexes compacts qui ne s'intersectent pas, alors on peut prouver qu'il existe un hyperplan qui les sépare. Et ça va découler de quelque chose qui, plus ou moins, est une conséquence de ce résultat-là en dimension finie. Et puis on pourrait aller encore plus loin en supposant que l'un des deux convexes en jeu n'est pas forcément compact. Donc c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément borné, mais par contre il doit rester fermé. Si on travaille avec un ensemble convexe fermé et un ensemble convexe compact, qui sont disjoints, donc intersection vide entre les deux, alors on peut aussi démontrer qu'il y a un hyperplan qui les sépare. Et ce résultat d'hyperplan qui sépare, c'est très lié à ce qu'on appelle le théorème de Hahn-Banach géométrique. Et donc c'est un peu une conséquence du résultat lié à l'existence du projeté sur un convexe fermé. Donc c'est quand même un joli résultat. Donc le théorème de Hahn-Banach, c'est pour ça que je parlais de version affaiblie de Hahn-Banach quand j'ai énoncé l'exercice une première fois donc dans la vidéo d'examen. C'est parce qu'en effet le théorème d'Hahn-Banach géométrique dit exactement que si j'ai un convexe compact d'un côté, un convexe fermé de l'autre, et que je fais que l'intersection entre les deux choses est vide, alors je peux montrer qu'il existe un hyperplan qui les sépare. Mais il se trouve que ce résultat-là peut se voir comme une conséquence de la construction qu'on a fait du projeté sur un convexe fermé et des résultats qu'on a démontrés ici. Alors bien sûr, c'est pas une conséquence évidente. Bien évidemment, pour travailler avec un convexe qui n'est plus borné, il va falloir beaucoup plus de boulot, même faire appel à des propriétés comme les propriétés de Borel-Lebesgue, des choses comme ça. Même si on ne travaille pas forcément sur un compact, il faudrait essayer de se ramener sur un compact. Bref, il y a pas mal de boulot à faire derrière, mais ça se fait. C'est un exercice qui peut se faire. Et voilà, si vous voulez en jeter un coup d'œil un peu plus approfondi sur le sujet, n'hésitez pas à aller taper Hahn-Banach si ça vous intéresse, voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a deux versions du théorème d'Hahn-Banach, la version analytique et la version géométrique. Ici, la version et à savoir que les deux sont liés. Et la version géométrique, c'est exactement l'énoncé qui dit on peut séparer deux convexes, l'un fermé, l'autre compact, dans un espace vectoriel de dimension finie, mais éventuellement même dans un espace de Hilbert. On pourrait généraliser ça. Donc voilà, l'espace de Hilbert, j'en ai déjà parlé dans d'autres exercices de code. On pourrait généraliser la chose et montrer qu'en effet on peut séparer par un hyperplan. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette pour avoir les dernières news de la chaîne. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!